Sur les moyens qu'on lui donne. La maîtresse de maison Edith Boisette, doyen des juges d'instruction, fait la visite de son beau pôle financier. Sur cet étage, 7000 m² de bureaux flambant neufs. Alors là, on passe dans la seconde partie du bâtiment. Les enquêtes sont compliquées, alors le pôle ressemble à une usine à juger. On compte 350 employés, il y a des ordinateurs partout. Rien que pour faire des photocopies, il faut 6 personnes. Les dossiers financiers sont énormes. Patron, cadre supérieur, homme politique, les clients ne sont pas n'importe qui. On a investi jusque dans les sous-sols. Gardés par les gendarmes, voilà la salle des cellules. Il y en a 5. C'est sur ces bancs qu'on attend d'être interrogé par les juges. Pas un seul graffiti au mur. Là s'est assis quelques heures en décembre 2000 l'ancien ministre Michel Roussin avant d'être transféré à la prison de la Santé. C'est par là encore qu'est passé le 6 février 2001 le fameux Alfred Sirven, l'accusé phare de l'enquête Elf, à son retour des Philippines. C'est là enfin qu'a patienté Jean-Christophe Mitterrand un jour de décembre dernier. Rien que du beau monde, les conditions de détention sont privilégiées. Parole d'expert. C'est très luxueux, on peut dire que c'est une plus de droit des cellules, quoi. Il y a les conditionnés, il y a les bonnes cellules. Il n'y a pas de barreau. Il n'y a pas de barreau, non? Pas de barreau, mais il y a tout de même des clés. Même avec les cols blancs, on ne sait jamais. De temps en temps, ça arrive qu'il y en ait qui supportent pas l'enfermement, mais ils finissent par se calmer, quoi. Ils se calment tout seuls, de toute façon, il n'y a rien à faire. C'est-à-dire les bouteilles d'Apovic. Il y en a qui tapent sur les murs, ça arrive, hein. Ça dure 10 minutes, ils pètent un plomb, quoi, comme on dit, mais ils se calment et puis tout redevient normal. Autre particularité de ces délinquants financiers, ils ne sont souvent pas considérés comme dangereux pour l'ordre public, alors on les libère souvent avant le jugement, en échange d'une grosse somme d'argent, ce qu'on appelle une caution. Ça se passe dans ce bureau. Bonjour madame. Alors on peut vous payer par carte bleue? Non, pas par carte bleue. Il faut systématiquement soit un chèque de banque ou des espèces. Ce sont les deux seules conditions du cautionnement. Hein. On ne peut pas non plus faire non, un simple chèque? Non. Pourquoi? Il faut c'est-à-dire que nous avons de gros chèques et on veut une garantie. Hein. On ne peut pas laisser la personne repartir si vous préférez la libérer, puis que voilà, il faut une garantie financière assurée. L'idéal pour le caissier, c'est évidemment le liquide. Notre homme a vu une fois passer entre ses mains 3 millions de francs. En billet de 500, ça faisait 6 000, hein, vous voyez. Ouais, en billet de 500, oui. Et vous avez tous recompté? 2 fois. 2 fois qui valent mieux qu'une, car au pôle financier, les juges ont affaire à des clients coriaces et bardés d'avocats. Et avec Jean-Christophe Mitterrand, comme avec les autres, les problèmes commencent souvent dès la remise de la caution. Rappelez-vous, en décembre dernier, son avocat jurait qu'il n'avait pas de quoi la payer. Ils sont réclamés pour sa sortie. Il ne sort pas. Pour l'instant, parce qu'il n'a pas l'argent. Ah, pour commencer, ils n'ont jamais cet argent. Quand nous leur faisons comprendre qu'il y a des risques de mise en détention provisoire s'ils ne paient pas, soudainement, l'argent apparaît. Les arguments des juges sont convaincants, preuve en est dans le cas Mitterrand comme par magie. Jean-Christophe Mitterrand quitte la prison de la Santé. C'est sa mère, elle-même, Danielle Mitterrand, qui a remis ce matin le chèque de 5 millions de francs exigé en caution et remboursable à l'issue de la procédure. Ce que je dois vous dire, c'est que cette rançon, elle a été couverte au-delà de la somme demandée. Les juges ont des moyens de pression, ils ont de beaux locaux, et ce n'est pas tout. Pour mener leurs enquêtes sur le terrain, ils disposent à Paris d'une centaine de policiers et de gendarmes spécialisés. Nous sommes dans le 20e arrondissement de Paris, au petit matin, à la section de recherche de la gendarmerie. Depuis 3 ans, un étage entier est dévolu à la lutte contre la corruption, la section financière. Ils sont 12 enquêteurs, gendarmes de base ou gradés. C'est ici par exemple qu'a été traitée l'affaire du financement occulte du Parti communiste avec la juge Vichnevsky. Un travail qui n'a bien souvent rien de spectaculaire. Vous écoutez quoi? Ah, en ce moment c'est un morceau de AC/DC qui passe en concert d'ailleurs le 22 juin sur Paris. Ce fan de rock, c'est le maréchal des logis-chefs Éric Bourguignon, 37 ans. Il est payé 12 000 francs par mois, tout comme les gendarmes qu'on voit au bord de la route. Il démarre une enquête avec sa collègue Sandrine Martinez. A priori, rien d'exaltant. Ce matin, il faut aller faire des vérifications au tribunal de commerce à Bobigny. Les clés, on est parti. L'histoire est partie d'une dénonciation d'un artisan mécontent.
une mairie de la banlieue parisienne a commandé des travaux à des entrepreneurs dans des conditions suspectes. Des devis auraient été truqués. Ce sont des élus, enfin, donc des gens qui représentent l'État, qui favorisent une société au profit d'une autre pour effectuer des travaux, donc, je sais pas, des travaux de réfection d'immeubles ou la vente d'ordinateurs, ça peut être n'importe quoi. Ça s'appelle du favoritisme, c'est illégal et derrière ce marché pourrait se dissimuler un pot de vin versé à un maire important. Mais avant d'en être sûr, il faut d'abord que nos gendarmes découvrent qui se cache derrière les sociétés concernées. Ils sont obligés d'y aller à deux pour des raisons de sécurité. Bonjour monsieur, gendarmerie de Paris. Vous déposez une réquisition judiciaire? On est loin de Starsky et Hutch. Eric et Sandrine se présentent au guichet comme tout le monde pour obtenir des documents de société que n'importe qui peut se procurer. D'accord, ok. C'est l'affaire d'un quart d'heure. Nos gendarmes ont maintenant les documents comptables des entreprises avec les noms de toutes les personnes impliquées, écrits noir sur blanc. Impossible de s'en passer. C'est comme quand vous faites une enquête sur un individu. Vous allez rechercher son état civil pour être sûr de ne pas vous tromper. Vous allez rechercher toute sa filiation pour être sûr que vous avez affaire à la bonne personne. Ce qu'il faut, c'est ne pas se tromper et connaître la personne physique ou morale à laquelle on a affaire. Le résultat de la matinée peut paraître maigre, quelques feuillets, mais il est indispensable. C'est à partir de là que les gendarmes vont pouvoir chercher des documents qui puissent devenir des preuves. Et là, leur premier geste, c'est de prendre cette valise. C'est elle qui va permettre d'apposer les fameux scellés. Voilà, donc on a pour faire le trou. Hein. Le pistolet. Il y a de la ficelle pour attacher les documents saisis, il y a de la cire et surtout un tampon pour apposer le cachet de la gendarmerie. Avec un effigie donc de la gendarmerie. Et pour que la panoplie soit complète, il faut encore ajouter cette authentique perceuse de bricoleur. Indispensable quand il faut faire des trous à travers les centaines de pages d'archives. C'est grâce à ce système, les documents ne peuvent plus être sortis du dossier. Scellé de son tampon de cire, c'est comme ça qu'un document saisi devient un scellé, une preuve contre un suspect. Tout est fait devant la personne chez qui nous allons, et donc la personne signe le carton scellé. Et donc après on ne peut plus rien dire. Cette personne ne pourra pas dire c'est pas vrai, les gendarmes ne m'ont pas saisi ça chez moi. Du coup les papiers ça ne manque pas, les armoires de la gendarmerie en sont pleines. Donc ça c'est combien d'affaires ça? Ça, c'est une seule affaire, ça. Donc là il y a combien d'années de travail? On a commencé il y a 2 ans, alors. Ah ben 2 ans c'est déjà pas mal. Ouais. Dans cette armoire, la plus grosse enquête du service, une affaire d'escroquerie à la TVA portant sur 1 milliard de francs. Le major Jean-Claude Boudet enquête sur les magouilles de près de 30 sociétés. Ça fait 2 ans qu'il épluche des contrats, des factures, des relevés bancaires. Un travail de Romain. Ce sur quoi vous travaillez un exemple, par exemple, de relevé bancaire qui nous est arrivé d'une banque. Il faut analyser tout ça, quoi. Alors c'est quoi ça exactement? Vous avez un compte en banque. Vous recevez tous les mois votre relevé bancaire. Ben nous, on va analyser toutes les mentions qui figurent sur le relevé. Et on va arriver, par exemple, au débit telle somme, au crédit telle somme. On va essayer de comprendre pourquoi telle somme est arrivée là, ou pourquoi elle est partie et où elle est partie. Il faut 15 jours pour éplucher ne serait-ce que ce classeur, le major n'est pas tiré d'affaire. Remise chèque, là. Donc 3 millions. Et ben nous, on va demander ce que c'est le chèque. On va se faire sortir le chèque après. Parce que sur le chèque, il va y avoir marqué la banque qui était destinataire des fonds, là. Et puis on remonte, comme ça, on remonte les destinataires et tout. Qu'est-ce qui vous semble là, frauduleux ou suspect? Moi, tout de suite, je vois, parce que la société en question, c'est une petite société de rien. Il n'y a presque pas d'activité, puis avec des mouvements comme ça, non. C'est une boîte aux lettres, quoi. Mais qu'il y a des chèques qui versent des chèques de 4, 5, 6 millions? Oui, c'est ça. Et vous multipliez ça par 20 ou 25 dans l'enquête qu'on a en cours, là, par société. C'est un travail de fourmi, mais il a déjà débouché sur une demi-douzaine d'arrestations. L'enquête est loin d'être terminée, comme tous les dossiers qui passent par ses bureaux. Tous les dossiers qu'on a traités ici sont très longs. Qui ont duré 5 ans, 4 ans, et qui ne sont pas encore jugés. 4 ans, 5 ans d'instruction, parfois plus. Il a même fallu 7 ans dans l'enquête Elf avant que M. Dumas et Mme Devier-Joncourt soient enfin jugés, au printemps 2001. Et il n'y a pas qu'Elf,
Les enquêtes menées au pôle financier font l'objet d'un gigantesque embouteillage. Les juges doivent parfois attendre des semaines pour faire traiter leurs demandes de perquisition ou d'interrogatoire par les enquêteurs sur le terrain. Contrairement aux belles intentions affichées, il n'y a pas assez de gendarmes ni de policiers. Sur cette procédure dite ELF, vous devez savoir que nous avons un policier et demi qui travaille à plein temps. Un policier et demi. Il manque d'enquêteurs, il manque aussi de juges pour faire face à la multiplication des enquêtes. Laurence Wichniewski, à elle seule, doit gérer 42 dossiers en parallèle, dont plusieurs de la complexité de l'affaire ELF, mission impossible, ou presque. Il n'est pas raisonnable de penser ou de croire que l'on peut instruire en parallèle plus de 3 ou 4 dossiers de ce type. Or, dans mon cabinet, je crois pouvoir dire que j'en ai une dizaine de complexes. Une dizaine de vraiment complexes. Plus les autres. Les juges sont surchargés et ils n'y peuvent rien. Édith Boisette, la patronne des lieux, a charge de répartir les affaires au fur et à mesure qu'elles se présentent. À raison d'une centaine de nouvelles instructions chaque mois, elle se débat pour gérer la pénurie. C'est très simple, hein. C'est enfantin. J'ai le tableau des juges d'instruction. Vous voyez, j'ai le tableau et je mets des petits bâtons au fur et à mesure que je leur donne un dossier. En un mois, en décembre dernier, on a ainsi attribué 6 petits bâtons, 6 nouveaux dossiers, au juge Renaud Van Ruynbeck. La moyenne est d'environ 60 affaires en cours par juge d'instruction et le record fait frémir la patronne, 177 affaires pour un seul magistrat. Et comment il fait pour gérer dans sa tête 177 affaires différentes? Vous irez lui demander. Comment il s'appelle? Vous ne le direz pas. C'est infaisable. Pire encore, il est impossible pour les juges de se consacrer à temps plein à leurs enquêtes. Rappelez-vous, le 6 février dernier, la juge Joly quitte son bureau après avoir entendu Alfred Sirven. Il est 3 h du matin. Pour Madame Joly, c'est un nouveau départ dans une enquête qui aurait dû l'occuper 24 h sur 24. En réalité, il n'en est rien. Le 10 février 2001, un samedi, à peine 4 jours plus tard. Eva Joly, entourée de ses 2 gardes du corps, des policiers, arrive au palais de justice de Paris. Mais là, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'est pas du tout question de travailler sur le dossier Sirven. On peut vous demander une seconde ce que vous allez faire là? Oui, alors aujourd'hui je vais siéger dans un tribunal correctionnel qui a des comparutions immédiates, c'est-à-dire nous allons juger la délinquance qui vient de se commettre à Paris ces 48 dernières heures. En clair, Madame Joly doit s'occuper, en plus de son travail habituel, des voleurs de poules. Et c'est du travail. Dans les coulisses de la salle d'audience, la juge étudie les dossiers avant de faire comparaître les accusés. Il n'y a que des délits simples, des vols de parc-mètres ou de portables, des bagarres comme ici, des petits trafics de drogue. A priori, rien à voir avec les dossiers complexes dont elle a à traiter habituellement, mais la machine judiciaire a besoin de tous les bras disponibles. Cette permanence n'est pas payée, mais elle est obligatoire. La justice, comme la médecine, elle fonctionne 365 jours par an, et donc il y a des servitudes de week-end. La présence d'une telle star dans l'enceinte du tribunal est une surprise pour beaucoup, à commencer par les avocats qui viennent prendre connaissance des dossiers avant le début de l'audience. Éventuellement, ça peut toujours servir. La séance est présidée par Madame Joly. Madame Joly, oui. Oui, Madame Joly, je la connais pas personnellement, C'est pas Eva Joly. Si. C'est Eva Joly? Oui. C'est vrai? Ah. Il est 13 h. L'audience présidée par Madame Eva Joly s'ouvre. Devant une dizaine de spectateurs, des papis du quartier, les dossiers vont défiler. À chaque fois, un interrogatoire rapide, la plaidoirie du procureur, de l'avocat, puis les juges se retirent pour décider de la peine. On est loin de la justice spectacle des grandes affaires, mais dans le public, on est bien content. Je suis content parce qu'on parle beaucoup de Madame Eva Joly. Je suis content de la voir, de la connaître, quoi. Mais on voit beaucoup de choses ici. J'ai vu Alain Delon,
J'ai vu Brigitte Bardot, j'ai vu beaucoup de choses. Hein. Mais même nous, c'est pas différent. Nous voir notre collègue à la télé, puis quand on la rencontre, ça ne fait pas le même effet que nous autres. On juge les délinquants par fournées de 5 ou 6 au fur et à mesure qu'ils sont arrêtés. C'est la particularité de ce tribunal. Les magistrats vont traiter 16 affaires dans la journée ce jour-là, à raison d'une demi-heure en moyenne par cas. Les faits sont simples. Verdict pour un voleur de portable. Le tribunal condamne à une peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d'amende. Je ne veux pas dire que votre version a été crue par le tribunal. Le tribunal persuadé que les faits tels qu'elle a été réalisés sont exacts. Soyez certains que le prochain vol comparaîtrait devant nous avec cette condamnation inscrite au casier. C'est une condamnation ferme et pour que cela. Les décisions sont rapides, rien à voir avec la délinquance en col blanc. Dans la délinquance financière, on discute beaucoup de la peine qu'il convient d'infliger à des délinquants en col blanc. Cette discussion est moins approfondie lorsque il s'agit d'un jeune désinséré toxicomane pour un vol de portefeuille. Bon, c'est sûr que la demande de détention est forte et ça pose moins de problèmes. Il est 23h30. Madame Joly, toujours accompagnée de ses 2 anges gardiens, va rentrer chez elle. Dès lundi matin, l'attendent les 100 000 pages du dossier Elf-Sirven. Une partie qui est loin d'être jouée pour les juges, car face à eux, les délinquants ne manquent pas de répondants. Ce sont des gens qui sont cultivés, éduqués, instruits, filous, voyous, mais qui sauront bien s'exprimer. On aura une sorte de combat ou d'échange entre le juge d'instruction et la personne intéressée, qui sera d'un haut niveau, qui sera à armes égales. Et ce n'est pas tout. Dans les dossiers sensibles, les juges doivent affronter des bataillons d'avocats. Les audiences du procès Elf l'ont montré, chaque accusé a au minimum 2 défenseurs. En général, ce sont de gros calibres, à l'image de Francis Chouraki, 56 ans, un habitué des micros et des gros dossiers. Depuis ses luxueux bureaux du 17e arrondissement, il a défendu la Générale des Eaux et travaille actuellement, entre autres, pour Bernard Tapie. Ses clients sont fortunés, ses moyens sont quasi illimités. Vous pouvez arriver très vite à des millions de francs qui sont en jeu. Ça, c'est la défense d'un de vos clients ou de vos clients, ça peut coûter plusieurs millions de francs. Ça peut coûter plusieurs millions de francs. L'un des gros clients de Francis Chouraki, c'est André Guelfi, un des accusés vedettes de l'affaire Elf. Il verse à son défenseur près de 45 000 francs par mois. Et l'argent, ça peut faire la différence. L'avocat n'est pas seul. Dans ses bureaux, Francis Chouraki est entouré de 6 confrères. Pour ses clients, il cherche des témoignages, il paye des experts, parfois même des magistrats à la retraite. Il épluche dans le moindre détail le travail des juges d'instruction, le but, contrecarrer les poursuites. Il y a là un vrai travail qui doit être accompli, de surveiller et d'aider le juge à respecter le code pénal, le code de procédure. Bon, ils doivent le connaître par cœur. Pas nécessairement. Si tel était le cas, il n'y aurait pas tant d'affaires qui iraient devant les chambres d'instruction et qui iraient ensuite devant la Cour de cassation, et parfois tant d'instructions, moins qu'on le souhaite, mais qui se trouvent annulées. L'affaire Xavier Tibéri, par exemple. Elle était accusée d'avoir touché 200 000 francs d'argent public pour une étude bidon. Ses défenseurs réussiront à faire annuler les poursuites en prouvant que la justice avait commis une erreur de procédure. Pour les magistrats du pôle financier, c'est une épée de Damoclès sur le moindre de leurs actes. La défense, elle est là à chaque instant. Elle examine chacun de vos actes. Elle vous en demande toujours plus. Elle exerce
pleinement tous les droits qui sont les siens. Donc on ne peut pas lui en faire le reproche. Simplement, l'attention toute particulière qu'elle porte à la procédure est évidemment une pression. Nous ne sommes pas dans une compétition, ni sur un terrain de jeu, ni... Non, mais eux, les magistrats, parfois, se vivent comme ça, en tous les cas. Vous voulez dire qu'ils se vivent assiégés par un certain nombre d'avocats oui, ils hésitent qui pas les à dire, harcèlent. on a en face de nous 50 avocats, ou 30 ou 40. C'est vrai. C'est vrai. Harcelés, surchargés de travail, les magistrats financiers ne sont pas au bout de leur peine. La patronne des juges d'instruction de Paris le sait bien. Aujourd'hui, on peut monter une société en quelques heures pour cacher de l'argent. Et quand il faut traquer des flux d'argent suspects, ça complique l'affaire pour les enquêteurs. Les sociétés maintenant ont des structures extrêmement complexes avec des filiales, des ramifications. Les circuits financiers et bancaires se sont considérablement sophistiqués. On part de telle société ou on part de tel circuit financier, on va arriver tout à fait ailleurs. Alors pour contrer cette nouvelle délinquance, certains juges n'hésitent pas à quitter leur bureau. Nous sommes à l'école de gendarmerie de Fontainebleau, près de Paris. Ce matin, 2 juges spécialisés viennent enseigner aux gendarmes les innovations criminelles les plus récentes. Jean de Maillard à droite et Renaud Van Ruynbeck à gauche, le juge vedette de l'affaire F. Il faut partir d'un certain... Les 2 juges sont volontaires et quasiment pas payés. Face à eux, les gendarmes viennent de Bordeaux ou de Chambéry. Ils ont choisi de combattre la corruption plutôt que les voleurs de voitures. Ils sont en stage pour plusieurs mois. Qui est considéré comme l'un des grands réseaux mafieux. On leur parle criminalité en réseau, marché boursier sur Internet, vous voyez, qui peuvent être aussi société écran, offshore, rien que des mots compliqués. On a souvent l'impression que les gendarmes, c'est un peu Louis de Funès qui court derrière des nudistes. Aujourd'hui, c'est complètement autre chose. Ce sont des enquêteurs spécialisés qui travaillent sur des dossiers complexes. Pour le juge Van Ruynbeck, le message numéro 1, c'est de comprendre que les tricheurs n'hésitent plus à traverser les frontières. Les 3/4 des gros dossiers politico-financiers instruits en France passent à un moment ou à un autre par l'étranger. À partir de là, pendant 3 heures, le juge va raconter des cas réels qu'il a eu à traiter. Toutes situées dans des paradis judiciaires. Mais là, il ne suffit pas aux enquêteurs de comprendre pour pouvoir agir. Que rien ne sera bon. L'argent sale, ça représente 500 milliards de dollars par an. Par contre, on est dans l'abstrait pour le juge. C'est-à-dire que le juge ne peut strictement rien faire. Mais vous avez quand même des moyens de police, de perquisition. Oui, mais la police ne peut rien faire en Suisse. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Qu'est-ce que vous voulez que je ne peux pas perquisitionner? J'ai aucun pouvoir. Les pouvoirs s'arrêtent à l'intérieur de nos frontières. C'est la dernière étape du casse-tête des juges. Pour démêler ces écheveaux financiers, il va leur falloir demander l'aide de leurs confrères étrangers. En général, il faut commencer par la Suisse, le pays des banques, une des plaques tournantes de l'argent criminel.